Salut Marek, Bonjour, comment tu vas? mais bien. Ça fait plaisir de te recevoir ici sur cette chaîne qui s'appelle Limite. On va passer un bon petit moment ensemble, on va faire connaissance. Avant ça, j'ai ton CV ici, impressionnant. Professeur à Solvay Brussels School and Economics Management, s'il te plaît, à l'ULB, donc à Bruxelles. Tu es professeur à Paris aussi. Donc tu prends le talis et tu vas donner cours aussi. Tu es directeur d'un centre d'études économiques et sociales de l'environnement. Tu es co-directeur du centre de recherche européen en microfinance. Et t'es passé par Harvard? Alors on en a parlé avant qu'on commence ce live, mais c'est comment là-bas? C'est assez impressionnant, c'est vrai que ça a un côté un petit peu mythique. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir à quel point c'est un foisonnement d'activités, il y a plein de conférences, plein de recherches. Et c'est vrai que c'était une année qui m'a permis en fait de suivre des cours dans le cadre de ma thèse de doctorat, mais j'en garde un souvenir assez impérissable et ça a été extrêmement productif en termes de justement contribution scientifique, de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je pourrais écrire de manière originale. Là, évidemment, on se retrouve entouré de personnes qui ont sans doute plein de choses à dire. Oui. Justement, tu as plein de choses et on aura plein de choses à dire aujourd'hui. Moi, je vois que tes recherches en fait portent principalement sur la microfinance. L'éthique, alors déjà j'entends finance éthique, je me dis oh, c'est bizarre ça, c'est un paradoxe immense. Développement durable, c'est aussi un petit quelque chose qui résonne étrangement. L'entrepreneuriat social. Toi, si tu devais te résumer en une phrase jusqu'à aujourd'hui, ce serait quoi? C'est sans doute en effet une bonne question, parce que j'ai un parcours, à l'origine, c'est vrai que je me suis intéressé beaucoup à l'inclusion financière. En fait, il y a une vingtaine d'années, je suis parti en Inde dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, donc c'était assez original. Et là, j'ai été vraiment confronté à la question de la pauvreté et aussi à ces alternatives, à ces petits groupes de femmes, en fait, d'une 15-20 personnes qui s'étaient auto-organisées et qui géraient elles-mêmes leur argent. Et donc, ça m'a vraiment envie de passer beaucoup de temps sur ça. Et donc, ça a mené à finalement une thèse de doctorat après le mémoire. Et donc, toute cette question de en quoi un outil financier peut être, permettre en tout cas à des femmes, principalement qui sont exclues financières, mais plus largement à des êtres humains, de sortir de la pauvreté. Dans quel cadre? Est-ce que oui ou non, ça le permet? Et puis petit à petit, comme souvent, après la thèse doctorat qui remonte déjà il y a 15 ans, je m'intéresse à d'autres thématiques, plus comme tu le dis, liées à l'entrepreneuriat, liées aussi à toutes ces innovations, à cette nouvelle manière de fonctionner, que ce soit en termes de citoyens, des coopératives de producteurs, par exemple aussi, ou en termes de finances alternatives, un peu d'autres outils, les monnaies locales par exemple. Ce que j'essaye de faire, c'est essayer de mieux comprendre tous ces outils, voir qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça marche l'action collective. Tout ça dans quel but alors? Il y a vraiment le grand but? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais tout ça, c'est pourquoi si tu donnais un point principal? Il y en a deux. Il y en a un qui est vraiment une curiosité. Ça me passionne. Je pense que j'ai la chance d'avoir un boulot qui me passionne vraiment. Quand je me lève le matin, c'est un boulot qui me fait vivre, le fait de mieux comprendre, le fait aussi d'étudier des sujets qui sont intéressants, qui sont sans doute pertinents par rapport à l'actualité dans laquelle on est aujourd'hui. Et sans doute, le deuxième objectif, c'est de faire partir sans doute de ces discussions. On est des chercheurs, on est là pour comprendre, pour étudier, mais évidemment, ça fait partie d'une recherche qui est sans doute engagée aussi, dans le sens où on travaille sur des thématiques qui sont vraiment portées par des acteurs de terrain qui essayent de changer les choses. On n'est pas naïf, on analyse ça de manière assez neutre, mais ça fait partie sans doute d'une motivation aussi. Parce que l'économie et la finance, c'est toujours été quelque chose qui m'a fait un petit peu froid dans le dos, puisque on n'est pas là pour avoir un débat manichéen, le bien, le mal, le yin-yang, Dark Vador, Obi-Wan Kenobi, tout ça. Non, c'est que c'est principalement quelque chose dont j'ai une image très négative. Donc je vais essayer de discuter avec toi, et on va bien discuter en enlevant mes biais. J'ai envie de démarrer d'une page blanche, voilà, c'est pour la balance des blancs, c'est génial. Et essayer vraiment d'avoir un recul, parce que je te dis qu'aujourd'hui, quand j'ai l'occasion de discuter avec des personnes dans la finance ou dans l'économie, je dis merde, on est très mal embarqué, parce que l'économie, c'est un peu à cause de ça, et pas de notamment que, enfin principalement aussi, qu'on est dans cette merde aujourd'hui. Et justement, ma première question, petite évaluation de toi, Marie Cudon, est-ce qu'on a dépassé la limite? Alors, quelle limite? Il y a plein de limites, évidemment. Donc, si on parle de la limite, on pense à limite planétaire, le mot auquel on peut l'associer. On en dépasse beaucoup des limites planétaires aussi, mais on peut passer aujourd'hui à la limite sociale aussi. Je pense que c'est important aujourd'hui, quand on va réfléchir aux questions des limites, d'associer de plus en plus les questions environnementales et sociales. Et ça, c'est un domaine sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui. C'est essayer d'analyser les problèmes environnementaux en comprenant ou en identifiant directement quelles vont être les conséquences sociales de certaines politiques environnementales. On sait qu'il va falloir changer, qu'il va y avoir pas mal de politiques environnementales qui vont être mises en place.
on espère en tout cas, et qui vont avoir des répercussions sociales. Et à l'inverse aussi, un certain nombre de politiques sociales peuvent prendre en compte des réalités environnementales. Vous avez étudié ce que ça donne de devoir passer tous à l'échelle planétaire, ou en tout cas surtout dans les pays de l'Occident, à 2 tonnes de CO2 d'émissions par habitant pour respecter la fameuse neutralité 2050. On parle même aujourd'hui de 0 tonnes en termes de neutralité. Vous avez étudié les conséquences sociales de ce truc-là? Non. Mais donc ça, on sait qu'il y a un chemin vers ces 2 tonnes qui est assez radical. Je veux dire, c'est un long chemin. Ce qu'on étudie, c'est par contre les actions collectives. Qu'est-ce qui est mis en place par des citoyens, des organisations qui regroupent ces citoyens ou d'autres acteurs et qui pourraient permettre d'avancer vers ces 2 tonnes et qui nous permettent aussi quelquefois de sentir qu'on fait partie d'un collectif. Mais ce collectif, on a pas mal d'exemples dans l'actualité aujourd'hui, quelquefois il peut déraper, il peut patiner aussi, et c'est ça qui nous intéresse. Par exemple l'exemple de Newbie, c'est quand même un exemple d'actualité. Je ne sais pas si c'était sur ta feuille blanche. Si, c'est sur ma feuille avec mes écrits. Oui, on va en parler après de Newbie, c'est important. C'est une fameuse banque durable qui malheureusement, boum, est tombée en quelque sorte. Mais c'est relatif, on va l'approfondir après. Quand tu parles justement de limites sociales, aujourd'hui, effectivement, on voit notamment à cause de la situation à l'est de l'Europe, qu'on se retrouve avec moins d'énergie, donc globalement plus de gens qui affrontent des difficultés. Pour toi, cette affaire-là, dans les années qui viennent, là, ça nous amène vers quoi ? Ça nous amène vers des tensions sociales de plus en plus importantes. Je pense que cette situation d'augmentation de la pauvreté, elle est vraiment interpellante. On mène par exemple une recherche avec ATD Quart Monde où on travaille avec un public spécifiquement précarisé sur des questions économiques. Et c'est vrai que quand on suit ces publics et les réalités, on se rend compte qu'en fin de compte, on n'a pas toujours conscience à quel point c'est un problème qui aujourd'hui est déjà important et qui va sans doute s'accentuer dans les mois à venir avec l'hiver et sans doute dans les années à venir aussi, avec sans doute une multiplication de crises. Celle-ci en est une, mais on peut malheureusement s'attendre à une multiplication de crises dans le futur. Et donc, c'est certainement quelque chose sur lequel il va falloir travailler de plus en plus. Qu'est-ce qui peut être fait pour lorsqu'on va penser à ces questions énergétiques, à ces questions de transition, on va laisser personne derrière, évidemment, mais on va surtout essayer de travailler avec eux pour identifier des solutions. Et ça, malheureusement, ça se fait assez peu. C'est ça qu'on essaie aussi de faire dans nos travaux. C'est pas simplement partir d'une analyse un petit peu avec une neutralité du chercheur qui envoie son questionnaire, mais c'est de vraiment partir des réalités du terrain et du vécu des gens, des connaissances des gens, notamment ce projet ATD Quart Monde, c'est ça. Et pour pouvoir essayer d'identifier à la fois une nouvelle type de connaissance qui permet de répondre, sans doute différemment, de manière complémentaire à ce qu'on fait en général sous base d'analyse quantitative, par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous porte, parce que cette question de la pauvreté, elle est problématique, elle va grandir. Mais moi, ce qui me porte aussi, c'est cette question du mal-être, des problèmes de santé mentale dans les organisations. Donc, en fait, je travaille beaucoup au niveau j'ai déjà dit plusieurs fois, des organisations, des coopératives. Et on voit dans beaucoup d'organisations une augmentation de ce mal-être, de burn-out, et qui est un peu symptomatique d'un modèle économique qui, soit, on va dire, atteint un certain nombre de limites et qui doit changer d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant ce que tu dis. Tu parles des gens qui sont les associations, donc qui aident et qui sont impliqués avec toutes les personnes qui sont en train de galérer. Et c'est là-bas qu'il y a des cas de burn-out, de dépression, parce que, c'est ce que tu ressens. Il y en a partout. En fait, je pense qu'il y a des cas de burn-out, il y a des problèmes de santé mentale dans toutes les organisations. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont aujourd'hui agir pour solutionner ces problèmes de santé mentale. Il y en a aussi dans les acteurs les plus engagés. Ça, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus conscientisés, qui travaillent sur le terrain sur des thématiques sociales et environnementales, peuvent être sans doute encore plus sensibles, encore plus à risque en termes de santé mentale, mais ce n'est pas les seuls, c'est pas du tout ça que je voulais dire en tout cas. Bien sûr. Oui, non, mais tu peux travailler dans une banque, bien gagner ta vie et te retrouver dans la même... T'as pas l'impression aujourd'hui que ce système qui a été vraiment un moment de providence, avoir l'hôpital public, avoir l'enseignement pour tout le monde, avoir des soins de santé, tout ce que tu veux, manger à ta faim, aujourd'hui on a plus... je sais pas, je demande ton avis un petit peu, peut-être ça se trouve j'enfonce une porte ouverte complètement, qu'aujourd'hui c'est pas justement quelque chose où on l'a eu, ça se dégrade, tout doucement, mais sûrement un petit peu partout. Mais qu'on fait croire que, mais non, c'est pas de souci, ça va revenir, mais or qu'en fait, comme tout ça dépend de l'énergie, que l'énergie on en a moins, qu'au final, de façon inéluctable, ça va baisser et que les gens vont péter un câble parce qu'on leur fait croire que ça va revenir. Alors, je suis pas aussi... Et que c'est ça qui stresse les gens. Je suis pas aussi certain que tout dépend
à ce point-là de la question énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de choix de société. Je te rejoins quand tu dis que ça se dégrade petit à petit. On voit une situation, on parlait de santé, des hôpitaux qui se dégradent. Et j'espère en tout cas qu'on ne va pas faire les choix qui vont continuer en fait cette dégradation des systèmes de santé publique et qui nous amènent vers des sociétés finalement où en fait il n'y a que les personnes les plus aisées qui ont accès à des soins rapides. C'est vers ça qu'on se dirige, tu sens? En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu quelques années de diminution des budgets de la santé. Il y a d'autres politiques sociales qui ont été en diminution. Et qu'on va en tout cas vers des risques de plus en plus importants. Et c'est peut-être le lien avec ce que tu disais au début, l'économie, la financiarisation, la finance, c'est le fait que tout ça rentre peut-être quelquefois dans des logiques de marché, de mise en concurrence d'acteurs publics avec des acteurs du privé. Et cette mise en concurrence peut être problématique parce qu'en fait, ce qu'on crée, c'est sans doute la diminution d'un certain nombre de politiques publiques qui ont des objectifs finalement de s'assurer qu'il y a ce plancher minimum, que s'assurer qu'en fait on puisse mener une bonne vie aussi. Et ça, c'est cette tendance, et c'est peut-être pour ça que quelquefois on a tendance, peut-être en mélangeant plusieurs choses, à avoir une mauvaise image de l'économie et de la finance. Petit retour en arrière justement, l'économie, la finance. Alors je pars du principe que les gens qui nous regardent, a priori les gens savent de quoi il en retourne, mais peut-être aussi qu'il y a pas mal de nouveaux qui peut-être mélangent les deux, ou alors n'ont pas une vision très très claire, et c'est notamment plus mon cas, mais ça l'a été très longtemps. Moi, je te jure, l'économie, ça a vraiment été très compliqué. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous venez de débarquer. N'hésitez pas à commenter cette vidéo tout au long de ce qu'on va raconter. On a besoin de vos commentaires aussi. La liker, c'est très important pour notre référencement, surtout pour des sujets comme ça. Faites-nous monter. Merci, parce que vous faites monter aussi sur des sujets très importants. L'économie, c'est quoi, si tu me résumes ça en 2, 3, 4, 6 vite fait là? C'est pas évident, mais sans doute c'est l'ensemble des échanges. Quand on parle d'économie, on va penser à l'ensemble des échanges entre des agences, qu'on va appeler des agents, des acteurs économiques. Et ces échanges, ils peuvent être marchands, commerce, mais aussi non marchands. Et donc c'est l'ensemble de ces interactions autour de ces lieux qui nous permettent d'échanger. Donc marchand, non marchand, par exemple, on t'a invité, on t'a pas payé, tu nous payes pas non plus pour qu'on t'interviewe, on met cette vidéo gratuitement, oui c'est vrai, il n'y a que vous qui nous payez avec Tipeee et Paypal, je dois préciser. Donc c'est du non marchand ça en quelque sorte. Tout à fait. D'accord. La finance alors, ça c'est quoi ça? Mais la finance, c'est ce qui va permettre de financer, c'est un peu le même mot, mais donc de donner des moyens pour pouvoir faire toutes ces activités. On peut penser à la dette, mais ça peut être aussi le fait de mettre en commun un certain nombre d'argent. Dans le cadre d'une coopérative, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre par exemple de l'épargne qu'on a sur un compte et on va dire on va la mettre ensemble et grâce à ça, on va avoir un nouveau projet et qui va nous appartenir à tous. Un membre, une voix, c'est l'idée de la coopérative. Et donc il y a plein d'outils financiers qui permettent de commencer ou de poursuivre ou de développer une activité économique. Mais donc tout ça, le fait de développer une activité économique, d'investir, de financer des projets qui sont d'aller ramasser des trucs très très loin, de les transformer là-bas, de les transporter jusqu'ici, de les transformer chez nous, de les retransporter, etc. Et finalement de l'avoir dans le magasin et de le vendre à 1, 2, 3, puis à 10 personnes, puis à 100 personnes, puis à des millions de personnes. Tout ça a une pression sur les ressources, donc ça a provoqué, créé beaucoup de déchets, notamment les émissions de gaz à effet de serre, des pollutions des sols, des pollutions des eaux, ça a un impact sur l'effondrement de biodiversité, c'est beaucoup de déforestation, et bref, c'est les limites planétaires qu'on outrepasse. Je pense que là, on sait de quoi on parle. Mais là, c'est ça qui m'intéresse, c'est quoi une économie durable? En sachant que pour l'instant l'économie fait ça, qu'est-ce qu'on entend par économie durable? Le terme d'économie durable est assez large, mais s'il faut quand même donner une définition, c'est sans doute une économie qui va se tourner vers la durabilité, c'est-à-dire qui va contribuer à différentes dimensions de la durabilité, que ce soit la question environnementale ou sociale. Si on veut essayer d'intégrer un petit peu tout ça pour ne pas avoir les trois piliers, parce que cette histoire des trois piliers, ça fait séparer d'un côté l'économique, le social, l'environnemental, alors qu'ils sont justement liés, c'est ça qu'on voulait défendre. Donc c'est une économie qui permet d'avancer vers plus de bien-être, que ce soit en termes social, environnemental, économique, dans nos sociétés en fait. Et donc c'est toute cette économie qui va avoir un impact positif. Mais donc du coup, tu vois, c'est le mot durable, j'ai l'impression, qui est un petit peu galvaudé, qui se retrouve un petit peu partout. C'est très intrinsèquement lié au développement durable. Est-ce que c'est pas une oxymore, ça, le développement durable? Est-ce que c'est pas l'inverse du pléonasme? Donc pléonasme, je monte en haut, voilà, donc là je monte en bas. Est-ce que c'est pas ça le développement durable? Je monte en bas. C'est ce terme de développement qui donne une vision un peu positiviste, comme on dit, c'est-à-dire avec une lourde pente qui nous permet d'avancer petit à petit vers un progrès
on sait que les choses sont plus compliquées que ça, hein. C'est vraiment pas simplement un parcours vers quelque chose qui serait un idéal, et peut-être que c'est ça que tu as en tête, c'est cet idéal de consommation ou autre. Non, c'est pas ça. L'idée, sans doute, plutôt qu'un terme de développement, c'est cette question de bien-être, c'est cette question d'organiser, en fait, ou de faire société, d'organiser une société qui nous permet tous et tous d'être heureux. Et fondamentalement, c'est ça l'objectif. Et sans doute que l'économie, il faut la concevoir comme étant une partie de nos relations, de la société en tant que telle, et cette société qui fait partie d'un ensemble plus large qui est l'environnement, la biosphère, en fait. Mais alors du coup, quand tu regardes un petit peu à l'échelle mondiale, est-ce qu'une économie durable à l'échelle du monde est possible réellement? Oui, je pense que c'est possible, mais ça demande des changements fondamentaux. En fait, la manière dont tu décrivais l'économie, c'était en fait une économie très linéaire. Hein, on prend, on transforme, voilà, et c'est d'un point à un autre. Là, ce serait, on prend, on utilise, on réutilise, on réutilise, on réutilise, on réutilise. Ça défie la loi de l'entropie, ça déjà. Mais c'est pas grave, mais c'est ça un peu cette idée d'économie circulaire. Voilà. Mais je me pose vraiment la question, comment je fais cette caméra qui est ici, avec tous les matériaux qui sont dedans? Comment c'est pas possible? On est dans de la micro-molécule, c'est vraiment... Et si je me dis, tiens, j'ai envie de récupérer tout le cuivre qu'il y a là-dedans, qui se retrouve disséminé partout, ça me demande beaucoup d'énergie injectée dans cette caméra qui nous filme pour pouvoir la réutiliser pour autre chose. Comment ça marche, cette notion? Parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit possible, en fait, ça. C'est possible, mais ça va demander de changer le prix, de changer un certain nombre de prix. Pourquoi tu vois que c'est pas possible? Parce que tu te dis, en fait, ça coûte cher. Ça prend beaucoup de temps, mais si on se dit que finalement, on me donne un prix très élevé ou quand on va avoir une raréfaction des ressources naturelles, il y en aura de moins en moins, on le sait, on est déjà dedans et ça va s'accentuer aussi, finalement on aura beaucoup plus d'incitants, on aura beaucoup plus d'intérêt finalement à réutiliser les choses, et ça pourrait venir naturellement. Malheureusement, dans certaines circonstances, ce n'est pas cette idée romantique de on va créer un service qui va, on va peut-être se retrouver quelquefois dans des situations où on n'aura pas le choix. Et il va falloir réutiliser, et peut-être plutôt que chacun acheter sa caméra, on va se la passer. C'est une idée un petit peu aussi d'économie du partage. Un autre mode qu'à l'extraction, c'est essayer de se partager les choses. Et se les partager en les concevant pour qu'elles durent vraiment un maximum, quitte à les utiliser moins aussi. Peut-être qu'on va aller quelquefois vers le moins. Pas surtout, mais quelquefois, en tout cas, sur certains éléments, sur certains services économiques, sur certaines activités économiques, clairement, il faut les diminuer. Et c'est peut-être ça aussi l'économie durable, c'est développer certaines choses, on revient quand même au mot de développement, à l'entrepreneuriat vers les choses qui comptent, qui vont nous permettre d'avancer, mais aussi sortir de certaines choses et les diminuer. Ce sont les éléments sur lesquels finalement l'impact sur l'environnement ou l'impact sur la société, l'impact social est négatif, il va falloir accepter d'en sortir. Mais attends, Marek, là pour l'instant on est dans un contexte où, je ne sais pas si tu vois, on sort d'ici, on a des publicités pour acheter. L'iPhone sort chaque année, le nouveau Samsung chaque année, tous ces téléphones c'est chaque année, avec des téléphones fermés où il est quasiment impossible, tu vas aller dans des réparateurs spécialisés, et à un moment donné on te dit clairement ça te coûtera plus cher de le faire réparer qu'acheter un nouveau, donc on va vraiment dans ces directions-là, mais ça veut dire quoi? Si on reprend un peu ce qu'on a dit avant, pour l'instant le système est fait pour que tout ce qui soit nouveau, prélevé de la terre, transformé et nouveau soit réservé à des élites, et que tous les autres qui tombent de plus en plus dans cette pauvreté, et puis après les pauvres qui vont tomber dans la misère, c'est quoi? Eux, ils vont devoir en fait aller chez Back Market, et encore, ils vont devoir juste s'échanger les choses. Mais en sachant que le mode de vie qu'on est en train de vendre, c'est acheter, 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 ça veut dire qu'on va créer une bande de frustrés, on va créer des gens qui vont être frustrés de se dire, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Moi, je suis contraint de faire ça, les autres, ils peuvent continuer. C'est complètement, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de paradoxe à l'échelle planétaire, là, en fait. Ce qui risque de se passer, c'est s'il n'y a pas plus de redistribution, en fait. On peut passer finalement des différentes sources de revenus et donc du patrimoine. S'il n'y a pas plus de redistribution, ce qui risque de se passer, c'est en effet une partie de la population, et sans doute petite partie de la population, qui a en effet accès à tous ces biens de consommation. Et avec la raréfaction des ressources naturelles et sans doute certaines difficultés qui vont nous arriver d'un point de vue économique aussi, une autre partie de la population qui en effet ne pourra plus avoir accès à tout ça, ou en tout cas à des qualités qui seront largement insuffisantes ou largement plus faibles aussi. Et donc c'est ça en effet la dualité, et c'est ça que je dis, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter sur cette montée des inégalités ou cette montée des tensions. Les inégalités sociales, ce n'est pas en Belgique qu'elles sont les plus importantes par rapport à de nombreux pays. Un peu dans mon pays d'origine, celui de mon père. Et donc, c'est le Sénégal, c'est très mignon. Et donc, c'est pas ici où on a les plus gros problèmes, mais par contre, clairement, les tensions sociales
qui vont être liées à un certain nombre d'inégalités, il y a beaucoup d'inégalités, vont devenir problématiques si on ne fait pas attention à ça. Et en tout cas, si on n'a pas de politique qui directement vont agir sur ça, oui. Non, mais après, ça ne change pas vraiment grand-chose. Même si tu as une élite qui parvient toujours à acheter du neuf, c'est quand même toujours des émissions de gaz à effet de serre, des polluants et tout ça. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, que j'ai vu, je ne sais plus de quel essayiste, qui disait que notre système, notre monde, c'est comme si on prenait un seau rempli de confettis et que c'est l'énergie qu'on va balancer avec tous nos déchets et qu'en fait, on balance ça dans un lieu pour faire surprise, bon anniversaire et tout ça. Et qu'après, l'économie circulaire, c'est aller récupérer, parce que forcément, si tu as un aspirateur, c'est bien, mais comme tu as moins d'énergie, tu n'as pas d'aspirateur, et que tu envoies plein de personnes aller récupérer chaque grain, pendant que les gens marchent dans tous les sens, mais tu pourras jamais tout récupérer, ça va prendre une plombe de dingue, ça va coûter cher, effectivement, on en parlait, parce qu'il va falloir payer tout le monde, mais en même temps, tous ces petits confettis-là, il y en a qui vont se retrouver dans la rue, parce que les gens vont marcher, ces fameuses pollutions. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que l'économie circulaire, comme on nous la vend, comme c'est inscrit même dans les chartes d'Union européenne et tout ça, de Commission européenne, j'ai l'impression qu'en fait on nous vend une arnaque, si tu vois ce que je veux dire. En fait, le problème, c'est sans doute que derrière ce mot économie circulaire, il y a plein de modes de circularité, et donc le niveau de circularité. Et donc, il y a notamment ce qu'on appelle l'échelle de Lansing qui mesure finalement le nombre de circularités aussi, ou qui montre en fait le niveau, on va dire, de développement, ou jusqu'à quel point on a avancé en termes d'économie circulaire. La manière dont tu l'as présenté, avec différentes boucles, c'est le plus intéressant. C'est que lorsqu'on va concevoir un produit, directement, on va penser à qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il soit réutilisé. Dès le début, on le pense, plusieurs fois. Donc, on ne doit pas se casser la tête après en se disant « mais tiens, mon seau en plastique, qu'est-ce que je pourrais en faire ?» Mais non, dès le début, on va construire. Et ça, c'est peu. En fin de compte, il y a finalement assez peu. On parle quand on parle d'économie circulaire, souvent, malheureusement, c'est juste du recyclage. On se dit Oui, et c'est vraiment dans les pays les plus occidentalisés, enfin les plus industrialisés en Occident, c'est eux qui ont accès au recyclage, tous les autres sont à la ramasse. Voilà. Enfin, moi, je prends le Qatar, j'ai vu qu'ils ont envoyé, parce que ça a été dans l'actualité. Ouais. En creusant un peu, on s'aperçoit qu'ils envoient tout au Pakistan ou alors qu'ils tapent ça dans une déchetterie. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des pays au monde. Donc c'est vraiment cette idée de confetti qu'on balance et que tu sais quoi, on se dit ouais, c'est quoi, c'est là-bas loin, on va pas le récupérer. Mais maintenant, dans cet aspect circularité, j'entends bien, il y a le fait que ta machine à laver ne doive pas tomber en panne dans 2-3 ans parce que c'est des histoires de garantie de 2 ans et comme par hasard ta garantie a sauté et ta machine elle est en panne dans les mois qui suivent, comme quoi on dirait qu'il y a une sorte de calcul un petit peu. Mais c'est quoi? C'est une machine à laver qui peut durer 20 ans déjà dans sa conception? C'est un peu ça l'idée? L'idéal, c'est ça, évidemment, c'est d'essayer d'avoir un système économique qui favorise ce type de machine à laver. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit aussi accessible. C'est pas, on a des machines à laver qui tiennent très, très longtemps, mais elles sont très chères aussi. Et donc, c'est le risque d'avoir en fait à nouveau un système qui pourrait être durable ou qui peut durer dans le temps, on va dire, mais qui soit inaccessible à la plupart de la population mondiale. C'est vers ça qu'on veut justement pas aller. Et donc le problème, c'est qu'il y a plein d'incitants aujourd'hui qui font qu'en fait, comme tu dis, c'est facile de l'envoyer de l'autre côté de la planète et que ça revienne. Parce qu'en effet le coût de transport est pas cher, ce fameux histoire du kérosène par exemple qui n'est pas taxé, ça c'est quand même la folie quand on réfléchit par rapport à d'autres modes. Pourquoi c'est pas taxé, tu crois? C'est pas taxé parce qu'il y a une course vers le bas. Il y a une course vers le bas, il y a une mise en concurrence des États aussi, par des acteurs, des multinationales qui jouent quelquefois ce rôle-là, qui vont voir, on pense à Ryanair par exemple, qui va voir toutes les régions, toutes les villes en disant écoutez, vous me donneriez pas un petit accès, bon marché, si pas gratuit à vos pistes, et comme ça, vous allez avoir un développement régional. Et donc, il y a une mise en concurrence qui amène à vraiment la course vers le bas, rush to the bottom, et qui fait qu'en fait, on a une législation qui est minimaliste, en termes social, en termes environnemental. Et si vous augmentez finalement ceci, sachez que je vais aller autre part. Et c'est tout, si on peut prendre quand même un élément positif, c'est pas le plus mal, c'est par exemple le fait qu'on se dise qu'on arrivera à un taux de taxation minimum au niveau mondial des entreprises. Que c'est quand même incroyable qu'on a des entreprises qui payent 1% d'impôts en Belgique. C'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on a des moi qui paye 50%, ça me saoule. Voilà. Et que le problème, c'est que ces entreprises, vous pensez par exemple à des gros groupes qui font de la bière, bien la bière en Belgique, elles vont se retrouver en face de la microbrasserie qui, en effet, elle va payer très cher et méchant. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va se retrouver à pas du tout avoir accès à ces mécanismes d'optimisation fiscale, et c'est ces mécanismes-là qui sont problématiques. C'est le fait qu'on permette, qu'on ne ferme pas la porte à cette optimisation, parce que certaines personnes se disent « Ah oui, il vaut mieux avoir quelques milliers, centaines de milliers d'euros de cette entreprise,
plutôt que rien. Et donc, on a cette mise en concurrence, où on a même des systèmes qui s'appellent le ruling, où en fait, une entreprise peut faire le tour des États et dire « Ah ben tiens, moi, j'irai bien chez vous, et combien je paierai comme impôt ?» Et là, pouf, c'est validé. Et s'il y a un accord entre... Et donc, on a cette concurrence qui C'est le chien finalement... qui mord sa queue, ça, parce que du coup, c'est ah tiens, on paye pas beaucoup, enfin on paye pas beaucoup de taxes, donc c'est bien, on peut l'emploi, on le développe. C'est un peu ça l'intérêt aussi des États, c'est de l'emploi pour nous, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est quand même peut-être plus mettre de l'emploi dans quelque chose qui nous permet de résister au choc, pénurie alimentaire, etc. Surtout se coordonner, hein. Évidemment, Mais le ce qu'on est problème... fou, parce que moi j'ai l'impression quand c'est- tu me racontes ça, c'est que tu m'expliques cette logique des entreprises qui vont négocier pour être taxées le minimum possible, y compris Amazon par exemple. Ça me fait flipper, je me dis mais on est taré, on est dingue, c'est pas du tout en phase avec le monde vers lequel on va, et avec les réalités de ce monde-là. Et toi, t'as pas l'impression qu'il y a une sorte de folie un peu là-dedans? Ah, il y a clairement une folie, donc ça je pense que c'est... Tu croises des gens comme ça qui sont pro ce système en mode ouais si, tranquille. Bah, je croise des gens qui pensent que c'est un système qui est efficace, qui pensent que c'est un système efficient, que c'est de l'activité économique, que c'est de la créativité, que c'est de l'innovation, que grâce à ceci on crée de l'emploi, et vous comprenez, sinon il n'y a pas d'emploi. Tu leur dis Et- quoi à ces gens-là? Bah, je dis que c'est très court-termiste, Mhm. je leur dis que finalement c'est un système qui va faire rajouter finalement des inégalités ou augmenter les inégalités au niveau mondial, hein, avec ce top 1% qui est problématique d'un point de vue social, qui est problématique Tu d'un point parles de des vue environnemental. 1% des plus riches du monde qui Voilà. détiennent 50% de la richesse la plus pauvre. Voilà, et donc c'est ça, c'est un système qui va extraire un maximum de richesse pour ça, et c'est complètement Des problématique gens par qui nous prennent en rapport, otage. Et qui se prennent en otage eux-mêmes en fait. en tout cas la planète. Ouais. Oui. Et donc, et ça c'est problématique parce que vous imaginez par rapport à l'ensemble des entrepreneurs qui veulent développer quelque chose, par exemple la microbrasserie coopérative, Mhm. se retrouver face à des grands groupes qui vont payer finalement peu d'impôts, qui en plus ont des économies d'échelle parce qu'ils sont grands, c'est quand même très difficile, ça peut même être démotivant. Et c'est ça qui est problématique aussi, hein, c'est le côté... T'as l'impression qu'on va. Est-ce que tu connais un peu la pop culture manga un petit peu, oui. Akira, ça te dit quelque chose? Non, oui, je suis L'univers pas Akira un spécialiste. Cyberpunk, en fait, Ouais. du côté un peu cyberpunk. Et on a un peu l'impression qu'on se dirige vers une société très. Enfin, Zuckerberg qui va absolument développer Meta, nous mettre des casques sur la tête, nous faire acheter des trucs et vivre dans un autre monde. T'as plein de trucs, hein, t'as Roblox, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on arrive vraiment dans cet imaginaire des années 80 où ce sont des grosses corporations qui ont plus de pouvoir. En fait, on parle même plus des États. On parle de corporations et c'est ce qui est en train de se produire, j'ai l'impression. Et dans l'imaginaire cyberpunk, ces grosses corporations qui sont en concurrence, qui ont des armées, des milices, qui sont devenues des États en quelque sorte, donnent à manger aux gens, ils gèrent l'industrie pharmaceutique, l'alimentation, le divertissement. Et dans l'univers cyberpunk, le divertissement est omniprésent, on est câblé, on est dans un truc un peu la matrice, etc. Et les gens sont dans la pauvreté. Et ça me fait flipper, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. L'addiction à Netflix, à Disney+, à Twitch, à tout ce qu'on peut être capable de consommer, ça fait de nous des gros consommateurs dans une société typiquement très cyberpunk et dans laquelle on se fait du bien en se shootant avec un petit truc comme ça. Mais toi, quand je vois ce que tu fais, tu es complètement à l'opposé de ça, tu souhaites l'opposé de ça. Tu rentres pas plus dedans. Comment ça se passe avec les élèves, avec tes élèves? C'est pas facile de devoir donner cours à des élèves, des cours d'économie. Tu fais quoi? Est-ce que tu fais comprendre que l'économie est délétère actuellement sous sa forme? Tu essaies de leur instiller quelque chose, inspirer quelque chose? Comment ça marche? Parce que tu n'as pas l'impression de créer des gens qui vont forcément suivre ce modèle un peu cyberpunk dans lequel on est. Et ça, c'est mon assertion. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est là-dedans qu'on est, mais tu n'as pas l'impression, avec tes élèves, quand ils sont dans l'économie, peut-être qu'ils vont finir à Wall Street et qu'ils vont continuer à perpétuer ce système dangereux? Donc il y en a une partie, hein. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des étudiants qui vont finir dans des types d'organisations très différentes. Certains à Wall Street, d'autres qui finissent par créer des coopératives, par exemple. Donc on a vraiment de tout. Et j'ai la chance de donner des cours aussi qui sont sans doute, par exemple l'innovation sociale, sans doute assez inspirants ou qui permettent d'essayer de regarder plutôt du côté de la solution que du problème d'innovation sociale ou de finances durables. Ou alors il y a un cours d'éthique des affaires, et donc là on est dans justement le débat critique sur ces différentes options. Mais c'est vrai que c'est questionnant. Et d'un autre côté, on se dit, face aux nouvelles générations, est-ce qu'on n'a pas aussi une responsabilité, évidemment, de montrer le monde tel qu'il est, de les aider à le comprendre, mais quand même aujourd'hui aussi de laisser cette flamme, hein, parce que franchement, s'il n'y a pas de flamme, s'il n'y a pas d'espoir,
C'est difficile. Et on a, je trouve aussi, surtout c'est ça qu'on essaie de faire dans des cours d'innovation sociale, l'idée de regarder qu'est-ce qui bouge, de pointer qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas toujours très bien, hein, de pouvoir l'identifier avec eux, de penser avec eux. On essaye de stimuler la pensée critique en disant, tiens, finalement, qu'est-ce que vous auriez fait différemment ? Mais il y a aujourd'hui cette nécessité, je pense, de garder la flamme, parce que c'est vrai que le monde n'est pas rose. Hein. Est-ce que cette flamme, elle est cohérente? Est-ce qu'elle est pragmatique, cette flamme? Je veux dire par là, est-ce que ce n'est pas une désillusion, une illusion en fait, une forme de déni, en se disant, bon, les données scientifiques disent que, ça c'est très difficile de le mettre en place, parce que t'es un scientifique, t'es peut-être pas cartésien, t'as surtout peut-être un aspect spirituel que je ne connais peut-être pas en toi, mais est-ce que cette flamme ne sort pas du champ de la science? Non. Alors si la question est-ce qu'elle ne sort pas du champ de la science, je ne pense pas. Je pense qu'on n'en est pas là. Après, on peut discuter sur les questions climatiques et jusqu'à quel point est-ce qu'en effet c'est possible de revenir vers des seuils qui auraient été beaucoup plus rassurants. Sans doute qu'on a dépassé pas mal de seuils et qu'avec les effets cumulatifs, on est déjà assez loin, hein, et malheureusement sans doute beaucoup trop loin pour avoir une situation vraiment rassurante. Mais par contre, il y a plein d'autres dimensions, il y a encore plein de choses qui peuvent être faites. Et si elles ne sont pas faites, ce sera encore pire. Donc je pense qu'il y a la nécessité aujourd'hui d'agir pour éviter le pire et de trouver un modèle dans lequel nos enfants, ou voire même nous, pleinement, on va pouvoir s'épanouir. Et ça c'est vraiment ça. C'est quand même une responsabilité. C'est sans doute ça qui me motive sans doute tous les jours en me levant. Oui. C'est bien que ça te crée motivation parce qu'il y a des trucs parfois qui démotivent, des mauvaises nouvelles, Newbie, banque durable. Alors ça fait mal au cœur parce que forcément, quand tu creuses un peu les actifs des banques classiques, BNP, Belfus, tout le reste, entre 70 et 90%, ce sont, désolé pour les Français qui nous regardent, et puis nous on n'a pas de nous excuser, on est totalement logique comparé à vous, hein, parce qu'il y a des Français qui nous regardent aussi bien sûr, ce sont des actifs fossiles. Et que certains experts précisent que tu enlèves l'équation fossile d'une banque, elle s'effondre. Tu enlèves les actifs fossiles de toutes les banques au monde, c'est chute totale en termes de banques. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que en fait Newbie n'est pas un exemple, et tu me donnes ton avis là-dessus, un exemple que créer une banque aujourd'hui sans faire de fossile, ça ne marche pas, que les banques en fait ça doit être un truc du passé. Je ne sais pas. Non. Donc je pense que c'est un exemple surtout de la difficulté de faire une action collective, d'avoir une coopérative et de du coup avoir à la fois le début où on met l'argent, et ça ils ont réussi. Il faut quand même se dire que c'est exceptionnel, 100 000 personnes qui mettent de l'argent sur un compte pour pouvoir créer une nouvelle institution financière, c'est assez exceptionnel même d'un niveau européen. Donc ça, c'est quand même se réjouir de cette possibilité, avec la difficulté derrière de gérer l'après. Et la difficulté, c'est vraiment un bel exemple d'action collective. Ce n'est pas la seule coopérative qui fait du financement participatif, du crowdfunding. Puis le problème, c'est évidemment pas, si pas le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, c'est comment on va rebondir après ce momentum de, souvent la S, la fin du crowdfunding, ça explose tout, on y arrive, pour pouvoir vraiment passer à l'action. Et surtout, quand on essaye d'être cohérent. Et en fait, ce que ça nous montre, c'est vraiment cette difficulté qu'on a de combiner une logique sociétale, Newbie c'était ça, en effet, pas de fossiles, des projets qui ont du sens socialement, environnementalement. Et pas d'armes aussi, je te précise. Pas d'armes, et avec une réalité économique. Et c'est là où il y a vraiment eu aussi ces difficultés. C'est le fait, d'arriver assez rapidement avec des produits financiers, de l'épargne, des produits d'assurance qui séduisent et qui permettent aux personnes de... Pour particuliers, pas encore pour professionnels, mais pour particuliers, c'était à fond dedans. Ouais. Voilà, et le problème, c'est que ça a pris du temps, parce qu'il y a plein de critères, parce que du coup, on réfléchit en termes de cohérence, et tout ça, ça fait le temps. Quand on ne réfléchit pas vraiment en termes de cohérence, on bombarde, on est sur les marchés très rapidement, et c'est sans doute plus facile. Et là, il y avait vraiment toute cette réflexion. Pourquoi ça a planté? Pourquoi principalement? Je pense que ça a pris trop de temps au début pour lancer ces produits. Je pense que la communication sur les évolutions n'est pas très bien passée, qu'en fait, au moment où ils ont décidé de changer de modèle, à un moment, de finalement changer la manière dont laquelle ils vont fonctionner, ça, on ne l'a pas très bien perçu il y a quelques mois. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de communication aussi. Et peut-être qu'aussi, au moment où il y avait cette nécessité de recapitaliser, de retrouver de l'argent, la stratégie n'a peut-être pas été les bonnes en allant voir... La hype qui s'est un petit peu effritée. Voilà, bon, ça c'est le cas. Peut-être qu'aller voir que des organisations, ce qu'on appelle des institutionnels, des institutions n'était peut-être pas la meilleure stratégie. On aurait pu
Ils auraient pu sans doute viser des individus aussi d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est clair, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a 2 ans aussi. Le momentum aujourd'hui, le contexte fait que c'est compliqué pour plein de raisons sociales dont on a parlé, mais aussi pour toutes les difficultés liées à un... On n'a plus en Belgique, francophone, On a banque plus de... durable. Alors, évidemment, le terme de banque durable est compliqué. Il y a des acteurs comme Triodos, quand même, qui sont assez investis d'un point de vue durabilité. Triodos est évidemment lié aux Pays-Bas. Le siège est aux Pays-Bas avec des activités en Belgique, donc c'est différent. Donc, on a aussi des coopératives. Alors, ça dépend ce qu'on voit institutions financières comme Credal, par exemple, qui existe depuis très longtemps. C'est un bel exemple d'économie sociale et qui, là, va permettre de financer pas mal de projets qui ont du sens aussi. Maintenant, ce qu'avait Newbie, c'était une taille, 100 000 personnes, c'est pas rien, quoi. Et donc, avec cette taille-là, on pouvait essayer d'avoir à la fois le fait de pouvoir financer plein de projets qui ne se passent pas. Peut-être que Newbie, aujourd'hui, ce n'était pas encore grand-chose, mais par contre, le fait qu'il y ait Newbie, par rapport à différents projets, ça pouvait rassurer ou ça pouvait permettre de financer en partie des projets qui auraient été cofinancés, financés en même temps par d'autres acteurs. Et c'est ça, sans doute, qui va manquer. On se demande souvent comment est-ce qu'on peut militer. C'est vrai que peut-être que Newbie reviendra. C'est peut-être tel le phénix. C'est ce qu'on pourrait lui souhaiter en apprenant de ses erreurs, ou pas forcément que ses erreurs, l'erreur du système et tout ça. Mais il est vrai que parfois, quand on me demande comment est-ce que je peux faire pour militer, pour que les choses changent, alors souvent on dit oui, bon, tu fais un peu moins ci, un peu moins ça. Moi, souvent, un conseil que je donne, c'est quelle est ta banque? Et forcément, je propose aux personnes de changer de banque. Parce qu'il y a des audits, je crois, on essaiera de trouver le lien, de vous le mettre en commentaire, qui permet en tout cas au niveau belge de savoir dans quoi la banque investit. Et les investissements en effondrement de biodiversité, donc / déforestation, donc forcément changement climatique, divers types de pollution, et en armement aussi, c'est quand même assez colossal, c'est assez étonnant. Souvent les beaucoup plus grosses banques, en fait, celles qui font le plus de bruit, sont celles qui ont des activités extrêmement délétères. Donc forcément, quitter cette banque-là et aller ailleurs, ça permet de réduire l'impact. Mais à côté de ça, moi, l'autre question que je me demande, c'est est-ce que vraiment notre système bancaire peut tenir de façon à éviter des investissements massifs dans les énergies fossiles? Si tu devais avoir dézoomer, voir ça un petit peu plus de plus loin, tu vois. Est-ce que par exemple le fait de quitter un BNP Paribas, qui le fait clairement, et aller, je sais pas, chez un petit Argentat qui le fait aussi, mais qui le fait un peu, je parle à l'échelle belge, est-ce qu'à partir du moment où tout le monde va faire ce mouvement, il ne va pas y avoir un intérêt d'Argentat de se dire c'est bien pour nos clients aussi et pour leur compte d'épargne, si tout d'un coup on augmente notre part de fossiles alors que tu aurais fait le mouvement avant, tu vois ce que je veux dire? Donc sur la question sur l'énergie fossile, c'est que si aujourd'hui on décide que demain, toutes les banques en tout cas décidaient de demain de tout arrêter, sans doute que c'est compliqué. Je crois qu'on se pète la gueule là. Et donc là sans doute qu'il y a vraiment des grosses difficultés. La question c'est la trajectoire, et la question c'est qu'on ait une trajectoire qui soit alignée à l'urgence climatique, et donc qui soit très rapide, mais c'est vrai qu'on a cette importance finalement de l'énergie fossile dans son ensemble, ou dans le bilan des banques, dans les actifs des banques aussi, qui fait que c'est sans doute pas négligeable et que ça demande vraiment une trajectoire. Elles peuvent le faire? Pourquoi pas? Cool. J'aime bien ton optimisme, c'est chouette. Non, mais je pense que fondamentalement, c'est une question de volonté, et que sans doute qu'aujourd'hui, cette volonté, elle n'est pas suffisante, clairement, pour sortir des énergies fossiles rapidement. Je pense qu'il y a des nombres ou des cas où on voit que les choses bougent. Mais je pense que oui, pourquoi pas. En tout cas, elles pourraient être beaucoup plus convaincantes que ce qu'elles sont pour l'instant. Et pourquoi pas sortir à moyen terme, peut-être pas trop longtemps, sans doute, évidemment. Et donc, c'est vraiment ce lien avec la question climatique. Je reviens un petit peu avec l'école. Barek, moi, je t'ai rencontré l'année dernière, et je me rappelle que c'était une organisation qu'avait fait l'ULB d'échanger avec différents types de journalistes, justement, pour expliquer. En gros, c'était discuter avec des chercheurs, tu es chercheur notamment, c'est de discuter sur la problématique climatique dans son ensemble. Donc on a des experts des glaciers, des experts de l'hydrogène. Ça m'a fait plaisir de voir enfin un expert de l'hydrogène qui explique que faire voler toute une flotte d'avions comme on essaie de nous le vendre aujourd'hui, ça tient pas la route. C'est bien de dire ça à des journalistes, c'est très important pour qu'ils tombent pas dans des pièges de communiqués de presse envoyés par Airbus, etc. Ce qui arrive tous les jours, il faut quand même le rappeler. Mais du coup, toi, moi, je t'ai vu un peu comme un messie, en mode « Oh, le mec, il parle d'économie circulaire ». Enfin, quelqu'un qui est vraiment très motivé, qui a compris la problématique aussi. Et ça, c'est important de le souligner. Tes collègues, sans te mouiller, parce que forcément, cette vidéo va être vue,
C'est quoi le fili- c'est quoi le Est-ce qu'il y a plein de Marécudon ou alors est-ce que tu es un petit peu le seul soldat, notamment à l'ULB, à la Sorbonne et à l'université de Namur aussi Bah, on et à est tous Solvay. uniques, hein, c'est peut-être une réponse de Normand, Oh là mais là. on est Langue de tous bois. différents. On est tous Ouais. différents. Donc, non. Donc, je pense que, pour répondre concrètement, la thématique de la durabilité, on va la retrouver dans beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Hein, pour plein de raisons, parce que les étudiants veulent ça, et donc il y a une pression par rapport à ceci, parce que tous ces profs, quand même, ils ne sont pas complètement idiots, et que tous ces profs, ils savent évidemment, comme on sans doute, ils lisent, ils sont... Donc, il y a une thématique de la durabilité qu'on va retrouver quand même dans pas mal d'enseignements, mais évidemment à Vous des leur apprenez la niveaux. décroissance. Aux étudiants, Hmm. alors, on parle de décroissance, peut-être pas dans tous les cours, hein, et est-ce que... Vous en parlez comment? Est-ce que vous en parlez comme quelque chose dont des penseurs parlent ou est-ce que vous en parlez comme une nécessité absolue? Ah, sans doute, je pense que c'est plus la première que la deuxième. Hein. La question de la décroissance, nous, ça fait déjà 20 ans, je me souviens d'avoir eu deux excellents mémoires d'étudiants quand j'ai été nommé en 2008 lié à la décroissance. Hein. Et c'est vrai que ce qui était vu en 2008 comme quelque chose qui était vu comme un peu bizarre et qui finalement venait plus de la science politique, hein. Des gens comme Latouche, c'était plus des politologues, en tout cas ça allait plus dans la Je science vais pas faire politique genre je qu'en le sciences connais, je le connais économiques. pas. Mais Serge c'est bien. Latouche, c'est le début de ça. Hein, tu étais déjà né quand même, Ok, Mais- t'es sûr? je T'inquiète. pense. Mais donc, et par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui est beaucoup plus large et qui devient vraiment dans les modèles économiques. Voilà. Après, cette question de la croissance, on en parle beaucoup quand on parle, par exemple, de la croissance verte versus les modèles. Excuse-moi, t'as dit croissance verte, ça m'a fait j'ai Tu voulais des pas. frissons. C'est bizarre. La T'inquiète. post-croissance, Je te taquine. la croissance, l'agnotisme. Donc tout ça, je pense que ça devient beaucoup plus mainstream, beaucoup plus accepté, on va dire, qu'avant. Et Même donc, l'idée, la pensée, le changement de modèle, oui. on n'y a pas du tout. ça dépend de quoi on parle, en fait. Parce Le que problème, je dis c'est que pas- décroissance, tu vas te retrouver avec plein de conceptions de la décroissance qui sont très différentes. Bien sûr, et puis on ne parle pas non plus de récession. Et il est évident que des secteurs doivent croître. Ça, Ouais. c'est inévitable. Je veux dire, je voudrais que Fairtrade croisse. Je voudrais que les ONG environnementales croissent. Et on parle toujours d'un concept de croissance. Je voudrais que le boulanger qui fait absolument tout le plus décarboné possible croisse. Même s'il fait tout décarboné. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il est évident qu'il y a des secteurs qui doivent continuer à évoluer. Mais on parle vraiment, tu sais, de cette réduction de PIB. Et là, aujourd'hui, tous les acteurs, pas tous les scientifiques, mais la plupart des experts, des ingénieurs qui traitent énormément cette question et qui en discutent beaucoup, tous les penseurs autour de ça disent, bon, on ne voit pas autre chose que la diminution du PIB. Mhm. Et toi, ton avis là-dedans? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est clairement accepté, je pense, c'est qu'il y a des secteurs, en tout cas des activités auxquelles on doit diminuer. Donc ça, il n'y a pas de débat, hein, juste pour... Mais on ne le fait vraiment. pas pour l'instant. Et c'est pas ce qu'on apprend à l'école non plus. Alors, on le fait en partie, mais sans doute insuffisamment. Mais il y a quand même, il faut pas... Alors peut-être que je suis optimiste, hein, mais je pense que... Mais j'aime bien l'optimisme, c'est nécessaire. Moi, Mais je je suis le content, pense je vraiment. m'abreuve, je prends Et de donc, l'optimisme. c'est ce qu'on appelle l'ex-novation. J'ai un collègue de l'ULB, Tom Boller, qui travaille sur ça. Sortir de, hein, plutôt que innovation, on est dans l'ex-novation. Je le note, c'est intéressant. Et donc ça, je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus. Et ça, franchement, je ne pense pas que ça soit à ce point-là polémique et qu'on sous-estime peut-être le fait que c'est plus accepté qu'avant. Par contre, la difficulté de sortir d'un indicateur comme le PIB et de sortir du fait que c'est l'indicateur phare, hein, qui guide on va dire les politiques économiques et le fait qu'on ait un tableau qui est beaucoup plus large que ce PIB, ça, voilà, ça, en partie, on en discute, c'est sans doute là le débat, c'est les indicateurs complémentaires au PIB, qu'on calcule quelquefois, mais qu'on utilise très peu politiquement, en fait. Hein. Aujourd'hui, une fois, il y a un rapport, mais finalement, on n'en parle plus. Hein. Même en Wallonie, on a sorti 2 indicateurs complémentaires, Je viens mais on d'avoir ne les utilise pas. Excuse-moi, mais tu vois, il y a des indicateurs complémentaires qu'on n'utilise pas. Ouais. Ah bah, Pas assez, clairement. Voilà, attends, c'est quoi les indicateurs complémentaires? J'avais une question que je voulais te lancer, mais c'est quoi les indicateurs complémentaires? Tu me chopes, là. C'est lié, par exemple, justement au bien-être. Hein. C'est des Et pourquoi on les indicateurs utilise pas? En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir, sans doute, du PIB, il est énorme. Le pouvoir d'avoir un indicateur qui simplifie, qui n'a pas été fait pour ça, hein, j'imagine que vous en avez parlé aussi dans d'autres vidéos, qui a été construit à un moment où on voulait regarder finalement la production, finalement à quoi ça mène. Cet indicateur, il est simple à communiquer, il est simple à comprendre sans doute.
il est déjà dans nos têtes. On a été bercé, finalement, biberonné à la croissance du PIB, au point où ça a donné, je pense, au niveau psychologique, presque quelque chose de rassurant, quoi. On va vers le plus. Et que sans doute que le problème d'un discours qui est plus complexe, comme celui qu'on vient de tenir, qui est de dire, vous savez, il y a plein de choses qui vont bien et qui doivent être faites et qui doivent être développées, mais il y a beaucoup d'autres choses que finalement, si on ne veut pas aller dans le mur d'un point de vue environnemental et social, on doit arrêter et assez rapidement. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Et la difficulté, c'est qu'en tant qu'être humain, on a notre rationalité qui est limitée, hein, et que finalement, il y a deux choses qu'on suit, mais que c'est complexe de tout suivre. Et c'est aussi ça l'histoire de Newbie, hein, c'est que quand on a plein d'éléments à suivre, quand il y a une matrice qui est multidimensionnelle, hein, un tableau de bord comme sur une voiture ou ton tram, hein, où tu vois plein de choses, c'est plus difficile à manœuvrer aussi. Et je pense que ça fait partie de ça, du côté rassurant aussi, d'avoir un indicateur qu'on comprend bien, qui est facile à suivre, qui est quelque chose qui est presque dans notre éducation et qui est sans doute rassurant par rapport à ça, oui. C'est drôle parce que le rassurant n'est pas forcément cohérent. Mais, non, ça me faisait penser qu'en fait, c'est comme si on utilisait, c'est comme si un ordinateur qui a des capacités de 2022, en fait, on le faisait tourner sur Windows 95. Et qui est ce vieux système, et forcément, je ne sais pas si ma métaphore est correcte, oui. mais tu ne peux pas exploiter à 100% les capacités de l'ordinateur. Donc je parle des capacités humaines, ne peuvent pas être explorées et exploitées à 100% avec un vieux référentiel. C'est ça que je veux essayer d'expliquer là-dedans. Et il y a des pays qui ont quand même tenté de le faire, ou qui l'ont fait. Je crois la Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas dit que, les gars, ou peut-être qu'ils l'ont fait pour la com, j'en sais rien, mais de ne plus prendre le PIB. Parce qu'à partir du moment où un pays décide de ne plus prendre le PIB comme modèle, mais de changer, en prenant vraiment ce courage-là, alors c'est sûr qu'il va se heurter à des problèmes au sein de l'entité dans laquelle il pourrait être, hein, Union européenne, OCDE, commerce international, géopolitique et tout. Mais s'il parvient à s'en affranchir et à le décider, est-ce que toutes les entreprises qui sont en son sein, justement, ne vont pas changer de logiciel en même temps? Parce que j'assiste beaucoup à des conférences avec des chefs d'entreprise et je leur pose la question, quand je discute avec eux au bar, est-ce que vous avez prévu de faire du profit cette année? Ah oui. Vous avez prévu de faire du profit cette année? Ah oui, clairement. C'est la mission. Et toi qui es dans l'entrepreneuriat aussi, c'est leur logiciel initial, faire du profit. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver à partir du moment où tu veux faire du profit? Et donc, ça, les entreprises traditionnelles, hein, ou capitalistes, si tu veux, les entreprises qui sont... On se répète beaucoup, tu vois, mais j'essaie de comprendre ça. Mais donc, elles ont été faites pour ça, elles sont conçues pour ça. Donc, si on parle des entreprises, le problème, c'est qu'en fait, elles sont faites pour ramasser de l'argent pour les actionnaires. Une entreprise traditionnelle, avec des actionnaires, elle est faite pour ça. Les dirigeants, ils sont nommés par un conseil d'administration pour faire des profits. Et donc, que le dirigeant il te dise qu'il est là pour faire des profits, c'est pour ça qu'il est engagé, en fait, d'un point de vue capitaliste ou d'un point de vue traditionnel. Et donc, il faut changer cette mission. Aujourd'hui, la nécessité, c'est de repenser l'entreprise, hein, ça a l'air d'être très théorique, mais donc de changer finalement et d'inclure dans la mission des entreprises plein d'autres choses, jusqu'au point où, en fait, elles sont redevables sur ceci. La difficulté aujourd'hui, c'est que lorsqu'on sort de l'économique, ça fait de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est certainement souhaitable, qui est certainement utile, mais qui est insuffisante. Aujourd'hui, on a cette déconnexion, hein, c'est un peu comme au niveau des États avec la croissance verte, entre une communication de responsabilité sociale des entreprises et une activité où en fait il y a un indicateur, le profit, le PIB, et puis le reste qui est sans doute important, mais qui passe après, qui passe tellement après qu'on arrive vers le mur aussi. Et donc il faut que ça devienne central, qu'on réfléchisse à des modèles où d'entreprise, hein, pas simplement des modèles économiques d'un produit, mais vraiment la modèle d'entreprise, où ces dimensions sociétales, elles sont tellement importantes que le dirigeant qui n'y arrive pas, il a des difficultés. De la même manière que quand il n'arrive pas à ses profits, il a des difficultés. Et c'est ça qu'il faut encore imaginer, réimaginer. Il y a des travaux en cours sur tout ça. En Belgique, on a notamment Isabelle Ferreiras qui travaille sur ça, hein, toute la question à l'Université catholique de Louvain de ces entreprises et de ces modèles d'entreprise, de la finalité des entreprises. Et ça, c'est un travail qui n'est pas que conceptuel, qui est essentiel aujourd'hui de comment est-ce qu'on va organiser l'entreprise pour que ces éléments ne soient pas juste le truc nice to have, hein, qu'on met à côté dans le rapport de la durabilité. Et que ce ne soit pas d'une forme de greenwashing aussi. Parce que tu viens de dire un truc très important, tout ce qui est en RSE, alors c'est une casquette qui m'est tombée de nulle part, j'ai pas mal d'entreprises qui me contactent, ça c'est mon petit moment égo.
qui me contactent en me demandant des conseils en RSE, alors que j'ai pas du tout cette formation-là, mais forcément avec ce qu'on fait sur Limite et mon travail dans les écoles, où moi je leur dis, ok, très bien, vous voulez un truc concret, diminuez votre part de profit et faites moins de pourcents chaque année. Et là, il y a, sais pas mon avis, je transfère la matière d'innombrables lectures, d'innombrables études, des rapports comme les rapports du Shift Project, etc. Je transfère ça. On me regarde, ah non, c'est impossible. Je fais, ah, les gars, désolé, on est face à un nouveau paradoxe. Et c'est pour ça, toi, je te sens très optimiste. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter. Moi, je me rappelle de toi quand on s'était vu, je t'avais vu la première fois l'année dernière. Vraiment un gars, je me dis, oh, mais le mec, il sent bien et c'est bien cette piqûre. J'espère que ça va faire du bien à des gens. Et donc, du coup, moi, je vais te demander, est-ce qu'on va y arriver? Ah, l'optimisme est en décroissance. Je sens que tu vas ressortir la vidéo dans 20 ans, dans 30 ans. Oh non, dans un an. Dans un an. Dans un an. Est-ce qu'on va arriver, ça dépend arriver à quoi? Est-ce qu'on va arriver à... Bon. À faire en sorte que, et on va se focaliser sur l'échelle française et belge, à faire en sorte que dans les 10 années à venir, tout le monde puisse toujours manger à sa faim, être soigné correctement, vivre dignement. Maintenant, il y a la notion de vivre dignement. Tu me dis ça à des gens qui habitent à Uccle, Oderghem, vous ne connaissez pas en Belgique, c'est nos quartiers riches. C'est là-bas que j'ai galéré pour réussir à m'installer. C'est différent que quelqu'un qui vit de la commune où j'étais avant. Anderlecht, on est dans deux, même s'il y a des quartiers différents aussi dans ces communes-là. Mais vivre décemment, voilà, tu dis vivre décemment à un Cambodgien, c'est très différent. Mais ce curseur de se dire, est-ce que dans les 10 prochaines années, on va réussir à faire en sorte d'éviter des graves tensions sociales au point qu'on essaie de trouver un responsable qui est plus souvent celui qui ne nous ressemble pas et qui parfois même ma couleur de peau et dont je suis moi-même victime. Ça y est, des gens vont encore dire « Vince fait sa victime ». Pas sur notre chaîne YouTube, sur Twitter ça arrive beaucoup. Ton avis? C'est un pari, hein. C'est difficile dans 10 ans. Est-ce qu'on va y arriver? Bon, pour être très honnête, le monde où les tensions internationales, où les tendances ne vont pas vers cette direction-là. Clairement, je pense qu'il faut un vrai sursaut collectif au niveau belge, au niveau international. Quand on voit le résultat de la dernière COP, c'est la même chose. On voit la difficulté aujourd'hui d'avoir un monde multipolaire, la difficulté que l'Europe aussi joue un rôle vraiment moteur de changement sociétal par rapport à tout ça. Donc c'est compliqué. Maintenant, si on inverse la question, est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que dans 10 ans, on en arrive, alors qu'il y a quand même beaucoup de richesses aujourd'hui, qui est sans doute pas suffisamment bien répartie, clairement. Pas du tout bien répartie, tu veux dire. Ouais. J'ai tendance à le biais académique. Mais est-ce qu'on peut se permettre, avec toute cette richesse, d'avoir un monde où tout ce que tu viens de dire, c'est pas pour tout le monde? Comment est-ce possible qu'on arrive à un niveau où en fait tout ça, on peut trouver que c'est presque un effet collatéral parce que finalement, nos politiques économiques, elles favorisent les gagnants et que finalement, les perdants, ils n'avaient pas ça. C'est quand même fou de se dire qu'on accepte aujourd'hui d'avoir toute cette partie de la population, on parlait, qui vit dans des situations qui aujourd'hui, quand on voit vraiment... Parce que c'est leur faute, c'est comme c'est ça qu'on raconte. Parce que tout le monde peut trouver un travail, que le travail n'a pas rapport avec l'énergie. T'aurais dû étudier. Mais donc c'est toute la difficulté de la reproduction sociale. Hein, on va pas... mais on voit à quel point en Belgique, malgré le fait que les droits d'inscription sont beaucoup plus bas que dans d'autres pays, alors ils sont encore à 800 €, c'est pas rien, c'est pas gratuit comme dans des pays scandinaves ou autres. C'est pas le Minerval des États-Unis. Mais c'est pas le Minerval des États-Unis. C'est le prix d'une voiture. Et donc du coup, on va se retrouver dans un modèle où on se dit tout le monde y accède. Mais finalement, lorsqu'on regarde les statistiques, malheureusement, qui c'est qui va réussir dans l'enseignement supérieur? C'est souvent, en effet, des enfants de personnes qui sont de publics favorisés, riches ou autres aussi. Et donc, du coup, tout ça fait que, oui, on va te dire que ça ne tient qu'à toi. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui font que finalement, même si tu as ton rôle, c'est plus compliqué. Les études prouvent, excuse-moi de t'interrompre, les études prouvent que le fameux ascenseur social existe, mais il n'est absolument pas du tout possible pour tout le monde. Sauf que je vois encore beaucoup de discours de certains partis politiques qui ont tenté d'ailleurs, je crois, en quelque sorte, de m'utiliser comme preuve, donc comme biais du survivant un peu, ce qui est quand même effroyable un peu, cet aspect de manipulation, pour faire croire à ce modèle que c'est bon, tout le monde peut y arriver, alors qu'on sait très bien que non, il laisse
généralement des gens sur le côté. C'est pas parce qu'il y a un Michael Jordan qui a tout pété, et il y en a plein d'autres, des exemples, un Kanye West, je parle des Américains, chez nous, un Kylian Mbappé, tiens, dans le sport, encore une fois, comme par hasard. Mais ça veut pas dire que forcément, tout le monde a les mêmes chances, et en fait, on a l'impression qu'il y a ce déni, on essaie de le masquer, on essaie de le truc. Après, de nouveau, je casse des boîtes aux lettres ouvertes, c'est pas ça. Mais toi, comme je te sens dans cet optimisme, malgré tout, en sachant que tu es quand même réaliste et pragmatique sur ce qui se passe, eh ben, j'ai envie de te demander, c'est quoi les bonnes nouvelles là maintenant? Tu es dans le domaine de la recherche, tu vois des choses qui se passent. Ça va être notre conclusion. C'est quoi les bonnes nouvelles? Qu'est-ce qui est en train de... C'est cette flamme là? Bon, les bonnes nouvelles, c'est la jeunesse. En tout cas, le fait que la jeunesse prend conscience du fait que ça doit bouger, qu'elle est en train de bouger des lignes dans des organisations, dans des entreprises. Et ça je pense réellement que s'il y a un changement, il viendra par là, par des dirigeants d'entreprise qui répondent justement à ce qu'on leur demande de faire. Comment le déluge, de toute façon. Et du coup, qui vont avoir ces politiques qui vont mener à la croissance économique ou à des profits, si c'est ça qu'on leur demande. C'est la discussion il y a quelques minutes. Mais par contre, qui se rend compte qu'il y a un petit problème, qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre ce qu'attendent les jeunes, en tout cas les jeunes travailleurs, les jeunes employés qui arrivent dans ces organisations, sur le marché de l'emploi, comme on dit, et finalement ce qu'ils trouvent en entreprise. Alors les entreprises peuvent dire, écoutez, comment ça se fait que vous, les universités, vous leur faites penser que c'est possible de vivre autrement, des amis entrepreneurs qui m'expliquent ça. Et à l'inverse, ils se retrouvent quand même avec des jeunes qui disent « mais est-ce que c'est ça finalement ?» après toutes ces études qu'on va trouver. Et donc, il y a aujourd'hui cette nécessité pour des employeurs, pour des patrons, d'offrir quelque chose d'autre. Sinon, les employés, les jeunes, y partent. Quand on pense à des situations comme en Iran, par exemple, c'est tout à fait autre chose. Mais à nouveau, cette jeunesse qui se bat, ça c'est quand même un optimisme aussi. On peut se dire que ce qui se passe au mois de novembre 2022 en Iran, où il y a quand même tout un mouvement social qui pourrait avoir un impact, on peut espérer en tout cas à plus long terme, c'est aussi quelque chose. Et donc c'est tout ce dynamisme aussi de cette volonté de jeunes sur les questions du climat aussi, avec sans doute d'autres modes d'expression qu'avant, qui sont peut-être le principal espoir aujourd'hui. Parce que la prise de conscience, je pense qu'elle est beaucoup plus importante que ce qu'on peut croire. Mais on est coincé par nos freins, par tout ce qu'on appelle les lock-in, tout ce qui fait cette cage dorée. Combien de personnes autour de moi ou d'anciens qui ont étudié avec moi l'économie ou la gestion se trouvent dans des cages dorées où ils sont en fait, en gros, ils ne veulent pas bouger parce qu'il y a un certain niveau de confort, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est très difficile d'en sortir quand on a ces habitudes-là. Et par contre, si on secoue ça, et que si la jeunesse permet de secouer ça, on peut espérer qu'en tout cas, ça fasse bouger les choses. Parce que tu en as qui partent. On a eu Laurent Livens qui a décidé de partir. Toi, tu as décidé de rester. Comme moi, j'ai décidé de partir, mais j'ai réintégré autrement, dans mon domaine. Mais du coup, Marek, est-ce que tu vas tenter, toi qui es un taulier à Solvay et à l'ULB, de transformer les cours et d'y inclure de façon concrète cette notion, encore faut-il la définir concrètement par rapport à des besoins et qu'elle ne soit pas greenwashée, parce qu'elle commence à l'être, de greenwashing, voilà, de nouveau, relapsus, de décroissance. Alors, je pense... Tu vas le faire? Oui, on en parle déjà un petit peu. Vous en parlez, mais sans doute... La transformation doit être rapide. Ce serait génial si vous le faites à l'échelle mondiale. Ça Marek, l'exemple. T'as pas envie de l'essayer, de le tenter, faire un groupe, discuter, de vous dire, ok, nous les gars, on va faire un gros move, peut-être juste à l'ULB, on va faire un gros move de dingue. Tous les cours d'économie vont tendre vers la décroissance. Vous êtes des chercheurs en plus, donc vous êtes capables de mettre en place des référentiels et de mettre en place des cours. Ce serait pas un défi génial, ça? Tu te rends compte de l'aspect historique? Ce qu'on Marek fait... Hudon sur Wikipédia, l'homme qui a trop... c'est pas ça qui est intéressant. Je sais que je vois ton profil, je sais que c'est pas ça qui t'intéresse, mais oui ou non? Ce qui est en train de se discuter clairement, et ça, il y a plein de choses qui y contribuent, en partie Laurent Livens, mais plein d'autres choses aussi, c'est la réflexion avec des collègues. Alors, moi, je suis plus dans un département de gestion, de sciences de gestion, sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement, soit la décroissance, soit le fait de respecter les limites planétaires. C'est pas rien. Et donc, sans doute que tu vas me dire que c'est la même chose, que pour respecter ces limites planétaires, il faut tellement modifier l'économie qu'on va arriver à une décroissance. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à des positions épistémologiques de, finalement, comment est-ce qu'on voit notre cours de finance, de marketing, de GRH, etc. Il y a la philosophie, il y a tellement d'autres choses, il y a la sociologie aussi. Évidemment. Et donc, qu'est-ce qui, fondamentalement, doit changer dans nos cours? Et quand tu dis c'est lié à la philosophie, en fait, ce que je pense
le changement, il passera par là. Il passera par une refondation de la manière dont on se voit dans le monde. Finalement, c'est cette question de la raison d'être de l'entreprise et de nous-mêmes. Hein. Ce questionnement, le faire aboutir, parler de spiritualité à un moment, je pense que ça pose cette question-là aujourd'hui, hein, qui finalement, à quel point j'essaye d'avoir une cohérence entre le monde que je voudrais avoir et ce que j'y fais, et à quel point j'accepte ces écarts ou pas. Ça, c'est un élément important. Et puis, ça pose aussi la question de la relation à l'argent. De finalement, quand on pense à la question de la raison d'être d'une entreprise, du profit dont on a discuté, de la croissance, c'est finalement à partir de quand on estime qu'on a ce qu'il faut, à partir de quand on veut plus, à partir de quand on s'arrête de vouloir plus pour pouvoir mettre d'autres objectifs. Et fondamentalement, c'est par là que ça doit passer. À un moment, se poser la question et réglementer aussi un certain nombre de comportements, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Marek, on se revoit peut-être dans 1 an, 2 ans, ici sur Limite dans un talk. Si les serveurs Google, desquels nous sommes tributaires, qu'est-ce que vous voulez, pour changer un monde, c'est très difficile de s'en extirper. Et j'espère que il y aura peut-être eu un move, un switch. Ce serait cool. Le jour où tu le fais, tu fais une grande annonce, les gars. Hein. Mais voilà, je vais envoyer la vidéo à tes collègues, ça va mettre un coup de pression. C'est ça. Non, et après, ce qui est un peu dur, en effet, pour rebondir sur cette question, c'est que quelquefois, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que ces professeurs, ils sont dans leur tour doré. Et ça c'est vrai que ça a un peu crispé aussi. Hein, j'ai eu l'occasion de rencontrer, en effet, Laurent un jour sur un plateau, mais c'est pas comme si tous ces professeurs étaient complètement hors du coup et qu'ils étaient sur une île où ils pensaient que tout le monde économique, c'était des homo economicus purement rationnels. Donc, il ne faut pas non plus, c'est pas ça qu'il dit, mais il ne faut pas non plus imaginer qu'en fait, on en est là. Il y a quand même quelque chose qui est une réflexion. On parlait d'économie circulaire. Bien sûr. L'économie circulaire, elle est mainstream aujourd'hui. Mais la question, c'est quel niveau de circularité ? Tout le monde parle de circularité, mais qu'est-ce qu'on y va derrière ? Est-ce que c'est du recyclage ou est-ce que c'est un modèle où on va réutiliser 5 fois les choses ? Un petit pourcentage très léger et voilà. C'est pas que là-dessus qu'il faut compter, bien au contraire. C'est l'accélération. Je pense même que, il faut que je me rappelle de ce que, je ne sais plus du tout à quel chapitre, mais que Limits to Growth de Nona et Denis Meadows parle justement que même en mettant l'option d'une économie circulaire, tout se pète la gueule. Ouais. Donc c'est aussi important à prendre en compte et que les derniers modèles, je crois, d'il y a quelques années aussi, ont reconfirmé cette info. Je suis vraiment ravi d'avoir passé ce moment-là avec toi. Conclusion, parce qu'on a fait une très belle conclusion, mais surtout conseil aujourd'hui, avec cette belle flamme, à ceux qui regardent cette vidéo. Ce serait quoi ? Déjà de s'abonner, ça c'est sûr. De commenter aussi, de liker tu m'as pris de vitesse là, c'est ça. Non, réellement, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la difficulté du monde dans lequel on est, le conseil, c'est l'action collective. Et j'y crois vraiment. Je pense qu'en fait, si on veut tenir bon par rapport à ces difficultés, si on veut aller vers des modèles qui permettent de trouver des solutions, c'est d'être complémentaire, hein, et c'est des projets, et malheureusement Nubi est un échec, mais il y en a tellement d'autres qui peuvent marcher, de coopératives, où il y a des gens qui se mettent ensemble. Moi je vois le projet Ma Ferme par exemple, où il y a eu une ferme qui a été reprise avec des projets, avec des artistes d'un côté, une microbrasserie qui commence, un coworking qui est là, une école pour des personnes en difficulté. Ça c'est waouh, hein, c'est tiers-lieu comme on les appelle. Et je pense qu'en fait, pour tenir bon, c'est ça, c'est cette action collective, c'est réenchanter un petit peu toute cette action individuelle avec le collectif et le développer, et que du coup, ça va se masser. Finalement, tout seul, on n'arrivera pas. Si on y arrivera, c'est à travers plus d'actions collectives et sans doute faire tout pour mieux la comprendre et la développer, la multiplier. Oui. Merci Marek. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, et en description toutes les infos. Et n'hésitez pas à vous inscrire à Solvay ou à l'ULB, le moment où ils vont faire des cours d'économie super circulaire, à savoir de décroissance. Bingo.